Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue à ce webinaire qui fait partie d'une série des incontournables du CSE proposés par Secafi. Donc enchanté d'être parmi vous ce matin et donc je me présente, c'est Nicolas Haïtchek et je suis directeur pédagogique de l'organisme de formation Prométhéa. Et je suis Nicolas Cauchy, le directeur de l'organisme de formation Prométhéa. Donc vous avez Nicolas et Nicolas, ça va simplifier les relations pour la suite. Et Prométhéa étant l'organisme de formation de CECAFI et d'Atlante. Alors, on vous propose quelques éléments sur la formation des représentants des salariés ce matin. Et vous allez voir qu'il y a quelques euh, thèmes d'actualité et en particulier, on peut commencer par ça. La semaine dernière, comme un heureux hasard, la DARES, l'organisme des statistiques du ministère du Travail, a publié le résultat d'un travail d'analyse important sur la population des représentants des salariés et qui est l'actualisation d'un travail qui avait été commencé, qui avait été déjà fait une première fois en 2017, avant les ordonnances Macron. Et du coup, on a une comparaison entre le nombre de salariés et le nombre de représentants des salariés et leurs moyens avant, après ordonnance Macron. Et c'est assez intéressant parce que la DARES explique que le nombre de salariés en France est resté stable en très légère augmentation. La population active a très légèrement augmenté, mais globalement c'est stable. Par contre, le nombre de salariés représentant des salariés, lui, a diminué. On est passé de 630 000 à 600 000. Et le nombre de mandats exercés par ces salariés a fondu assez nettement, puisqu'il y avait 918 000 mandats. Il y en a aujourd'hui un peu moins de 800 000. Tout ça s'explique assez logiquement avec d'une part, du fait de la nouvelle organisation du dialogue social dans les entreprises, une baisse du nombre d'établissements dans lesquels il y a un CSE, et à l'intérieur de ces établissements, plus de délégués du personnel, plus de CHSCT, et donc c'est sur le seul comité social et économique que se focalise toutes les missions définies par l'article L2312-8 du Code du travail, qui est celui qui encadre le plus largement la mission du CSE, assurer l'expression collective des salariés dans la prise en compte permanente de leurs intérêts dans toutes sortes de décisions de l'entreprise. Donc c'est quand même un sujet un peu compliqué, moins de salariés représentants, plus de missions, la DARES précise enfin, et on vous le montrera dans quelques minutes encore, que les élus et mandatés répondent avoir plutôt davantage réalisé de formation en 2024 qu'ils ne l'avaient fait en 2017. On a 45% des salariés qui se formaient, la population est montée à 57 et elle est un peu plus forte lorsque on a affaire à un CSE dans lequel il y a une syndicalisation. L'appartenance à un syndicat augmente le recours à la formation. Alors, il faut voir ce que c'est cette formation. Et peut-être dans l'émission de l'article L2312-8 qu'on vient de présenter, il y a trois missions en réalité qui sont dévolues au CSE et qu'on aime bien résumer avec ces quelques images. On attend d'un CSE qu'il contribue à la protection de la santé des salariés. C'est toutes les missions exercées en matière de santé, sécurité et conditions de travail. On attend du CSE qu'il s'intéresse et il représente les intérêts des salariés dans l'appréciation de la performance des entreprises. Et ça se traduit par un nombre important de sujets traités en information, consultation. Et puis, on l'oublie souvent du côté dans nos périmètres CECAFI parce que c'est moins directement les sujets sur lesquels vous nous sollicitez. On attend du CSE qu'il organise pour les salariés des activités sociales pour réduire leurs dépenses ou des activités culturelles. Et ça représente néanmoins une partie significative de leur activité de représentant.
Pour continuer en fait sur ce paysage qu'on peut vous proposer aujourd'hui sur le fonctionnement des instances, on vous présente ici le retour de ce qu'on appelle des entretiens, des évaluations de préformation, donc des évaluations de positionnement avant les formations, et qui viennent, in fine, euh, confirmer ce que disait Nicolas en préambule sur le nombre d'élus et l'évolution du nombre d'élus en France. Et vous allez voir en fait un paysage d'élus qui d'abord se renouvelle fortement, puisque eu égard y compris en fait à l'évolution du renouvellement des élus et du départ à la retraite de ce qu'on appelle Les les boomers. boomers, on a un renouvellement fort des élus avec beaucoup plus enfin un peu plus de la moitié des élus que nous avons formés qui sont des nouveaux élus, donc qui découvrent en fait les mandats de CSE et de nouvelles configurations dans ces mandats de CSE, comme l'évoquait Nicolas précédemment. On peut aussi souligner en fait que le niveau de connaissance des prérogatives économiques, des prérogatives au sens large d'ailleurs du CSE, sont globalement assez modérés, hein, puisqu'on n'a pas forcément beaucoup de personnes qui évoquent dans l'immédiateté une connaissance assez robuste des prérogatives du CSE, ce qui est d'ailleurs l'intérêt de la formation, évidemment. Et puis une troisième thématique qui est assez problématique aujourd'hui et qui a été assez évoquée, y compris par un certain nombre de collègues au niveau du groupe, c'est un travail de terrain, notamment de la part des élus, qui est considéré en fait comme assez peu nourri, puisque si vous regardez ne serait-ce que le moment important qu'on appelle les inspections, alors dans la fonction publique on appelle ça des visites, peu importe, mais ce moment en fait de travail de terrain est aujourd'hui assez peu développé lorsque les élus rentrent en formation. Et ça pose la question d'ailleurs hein, de la couverture, notamment de la proximité des salariés, dans le cadre notamment de moins d'élus, comme le disait Nicolas tout à l'heure, et parfois avec des périmètres d'établissement qui sont assez élargis et qui vous coupent, et qui coupent en tout cas les représentants des salariés d'une partie de la proximité. Du coup, la formation prend tout son sens en fait dans ce paysage assez complexe au final, et en tout cas fortement recommandée lorsque elle a été réalisée, puisque on a un taux de recommandation qui est supérieur en fait à 95%. Ce qui montre pour nous, et c'est ce qu'on va retenir de notre côté au niveau pédagogique, l'efficacité en tout cas de la formation par rapport aux attentes qui sont formulées par les représentants des salariés. Alors, on voit dans le fil de discussion qu'un certain nombre parmi vous ont du mal à afficher le support de présentation. Oui, on montre des images. Ça y est, a priori. Alors, ça met du temps à arriver. Je pense que c'est pour les derniers qui viennent d'être connectés. C'est ça. Au changement de page, en général, ça arrive. Alors, ce que vient de dire Nicolas, c'est que les formations sont efficaces. J'avais dit juste avant que la mission du CSE, elle est complexe. Elle couvre aussi bien la santé au travail que les activités sociales, que l'appréciation de la performance de l'entreprise, ce qui ne va pas de soi. Et effectivement, un CSE, pour bien fonctionner, doit réunir plusieurs profils. Des élus qui s'occupent d'organiser l'utilisation des budgets d'activité sociale, d'autres qui vont faire l'accompagnement individuel de tous vos collègues en difficulté qui viennent poser des questions. Et ce qui est un peu... Non, le graphique qui est sur l'écran, sur la partie gauche de l'écran, n'est pas une représentation statistique. C'est notre représentation des raisons pour lesquelles, quand on vous demande en début de formation pourquoi vous avez pris un mandat, pourquoi vous avez choisi d'être élu dans un CSE, il y a 4 grandes familles de réponses qui sortent.
Il y a une première famille de réponses qui sont les gens qui disent j'ai une tradition familiale, papa était délégué syndical, maman était militante dans un parti politique et il n'était pas question pour moi de ne pas y aller. Donc ça c'est une première famille. Il y a tous ceux qui disent bah en fait j'ai un collègue qui était au CSE, il m'a demandé de venir l'aider parce qu'il n'y arrivait pas tout seul. De la même manière que je suis au club de rugby, que je suis dans l'association d'aide à la lecture pour les enfants, il n'était pas question de ne pas dire oui quand on me demande de rendre ce service. Et ça c'est un ressort de motivation important. Et puis, il y a tous ceux qui disent, moi, je ne comprends rien à la santé au travail, je ne comprends rien à la performance de l'entreprise, mais j'adore organiser l'arbre de Noël et la sortie dans un parc de loisirs. Et donc, je viens au CSE pour m'occuper d'organiser des activités sympas pour les collègues. Et puis, le quatrième bloc qui est en jaune, c'est ceux qui ont eu un accident de parcours, ceux qui sont tombés sur un manager indélicat, le mot est pudique, ou qui ont connu un plan social dans leur entreprise, qui ont bénéficié d'une aide des représentants des salariés et qui, en retour, ont décidé de s'engager à leur tour pour aider leurs prochains collègues. Ce qu'on peut dire simplement, c'est que probablement que la répartition en 4 quarts est en train d'évoluer avec une partie bleue qui diminue un petit peu, une partie jaune qui augmente un peu plus. Et ça forme un peu la composition des motivations à l'intérieur d'un CSE. Et il faut dire que tout ça est compliqué parce que le CSE a besoin de tous ces profils pour avoir un fonctionnement harmonieux sur l'ensemble de ses missions. Et pourtant, ça ne s'apprend pas à l'école. Et donc, il y a vraiment un sujet de quand on accepte de prendre un mandat, comment on découvre la manière d'utiliser ce mandat, eh bien, c'est pas tout à fait simple et c'est là qu'on intervient. Ouais, donc c'est la page 5 pour répondre aux commentaires. On est en train de passer à la page 6. Euh, donc, euh, Comme le disait Nicolas, donc je pense qu'il y a vraiment en fait un décalage puisque je vois qu'il y a y compris des personnes qui sont à la page 3. On va continuer quand même et vous aurez l'occasion encore une fois de le revoir sur le replay et sur le document que vous pourrez télécharger. Euh, des thématiques relativement complexes gérées par des représentants des salariés dont les motivations sont effectivement aussi diverses et variées. Ça entraîne des besoins, ça entraîne des compétences à développer qui sont aussi extrêmement diverses. Et on a la prétention de dire que tout seul, on ne sait pas tout. Et donc, dans le cadre de la création de l'organisme de formation Prométhéa, Secafi et Atlante ont réuni d'abord et avant tout leur expertise conjointe historique pour créer cet organisme, à savoir des spécialistes autour de, notamment des spécialistes et des spécialités fortes autour de juristes et d'avocats, d'experts en prévention des risques, en stratégie d'entreprise, en situation économique et financière, en développement de relations sociales, en communication, qui sont parmi en fait les métiers historiques des deux structures CECAFI et Atlante. Mais nous avons aussi développé des partenariats choisis et identifiés pour couvrir un maximum de thématiques avec des expertises, encore une fois, extrêmement précises. Et vous voyez en fait l'ensemble des partenaires avec lesquels nous pouvons travailler au quotidien. L'objectif, c'est encore une fois d'être le plus opérationnel possible sur le terrain pour répondre à vos besoins. Et pour ce faire, en tout cas, il nous paraît évident de vous mettre en situation de ne pas tomber dans, en tout cas, des formations qui peuvent être descendantes et de vous délivrer un savoir théorique qui ne sera pas applicable sur le terrain. Et je pense que pour ceux et celles qui pratiquent au quotidien les mandats, vous savez très bien que c'est le pratico-pratique et l'expérience du terrain qui va, à un moment donné, être la plus importante pour vous à déployer et à développer. Et puis enfin, la formation, y compris les sciences cognitives l'évoquent, hein, ils le disent, on apprend encore mieux quand on est dans un environnement sympathique, convivial et ludique. Nos équipes sont formées aussi à vous accompagner dans ces moments qui sont pour nous
importants et qui doivent permettre d'ancrer des compétences que vous mettrez au profit des salariés. Alors, pour ce faire, on vous présente ici un parcours et un des objectifs de ce webinaire, c'est aussi de vous démontrer que ce parcours, c'est un parcours sur le cycle initial qui est un parcours qu'on appelle parcours légal. Ce cycle initial, cette formation initiale se compose de deux formations principales. Une formation réglementaire qu'on appelle la formation économique, donc accessible aux titulaires notamment. Alors, on peut y intégrer les suppléants, mais soit par accord, soit en essayant en fait de trouver quelques ressorts en termes d'organisation. Et puis, vous avez une formation réglementaire en santé, sécurité, conditions de travail. Les anciens connaissaient la formation CHSCT, qui va aussi être prodiguée à l'ensemble du CSE pour accompagner ces sujets relativement complexes. Ce qui est intéressant de voir, c'est qu'une fois qu'on a fini ce cycle de mandat, on peut se penser que la formation s'est terminée et au contraire, nous considérons qu'il y a un après cette fin de cycle initial dans le cadre de la durée de votre mandat et que cet après va vous permettre d'aller spécifiquement en fonction de vos besoins, explorer des éléments d'apprentissage complémentaires autour de l'analyse des situations de travail, autour d'aller plus loin sur la vie de l'entreprise, mais aussi sur les relations entre élus, qui est parfois complexe dans l'organisation notamment, et également aller plus loin sur les sujets d'actualité. On va vous en parler dans une minute. Parfait. Commençons par la base. C'est quoi la formation initiale en début de mandat? Alors, merci de me faire revenir sur ces formations initiales et de base. Alors, vous connaissez sans doute la formation réglementaire économique. C'est une formation, encore une fois, éligible à l'ensemble des titulaires du CSE dans le cadre de l'article L2315-63, qui va vous permettre de travailler sur les bases du droit au travail, le rôle, les missions, les moyens du CSE et un certain nombre d'autres thématiques autour des avis motivés dans le cadre d'info-consultes, de la gestion des budgets du CSE, mais aussi de la compréhension de la situation globale de l'entreprise ou de la situation économique et financière. Nicolas, qui paye cette formation s'il n'y a pas d'accord plus favorable? Alors, nous espérons toujours des accords plus favorables, mais sinon, c'est le budget de fonctionnement du CSE qui va payer cette formation, qui est avec un temps de formation qui sera intégré sur le temps de travail, comme le prévoit le Code du travail, bien évidemment. Et encore une fois, le choix du CSE sera souverain dans le cadre du choix de l'organisme de formation. À l'inverse, la formation santé-sécurité. Et c'est donc la formation santé, sécurité et conditions de travail qui est de 5 jours de formation pour tous les membres du CSE titulaires et suppléants, c'est ce qu'il faut rappeler, va permettre d'identifier l'ensemble des éléments de prévention. Et ce qu'il est intéressant de noter, c'est que cette formation est prise en charge par l'employeur dans le cadre d'une loi sur le Code du travail qui est très bien définie, avec un certain nombre de réglementations particulières et des organismes de formation qui doivent être bien évidemment certifiés et agréés, comme la première d'ailleurs. Donc en fait, c'est ça qui est intéressant. Et encore une fois, avec un temps de formation qui est pris sur temps de travail. OK. Et alors, une fois que ces formations initiales sont terminées, eh bien, c'est ce que je disais tout à l'heure. Du coup, ce qu'on a identifié, nous, et les besoins qui ont émergé après les formations initiales, c'est qu'il y avait besoin d'aller plus loin. Autrement dit, pensez sincèrement que vous allez intégrer la pleine et entière complexité d'un mandat avec entre 5 et 10 jours de formation sur la première année, alors qu'il y a 4 années de mandat, la plupart du temps. C'est effectivement largement optimiste. Et donc, nous avons mis en place des programmes pour aller plus loin, pour, premièrement, organiser la proximité avec les salariés, puisque, comme on vous le disait tout à l'heure, c'est une observation de terrain. La proximité, en fait, se perd. Et donc, comment est-ce que vous allez réaliser ça ?
et comment on va vous aider à réaliser ça, comment aller plus loin dans la vie de l'entreprise pour être plus efficace dans les sujets de consultation, comment mieux travailler ensemble en CSE, parce que c'est aussi un vrai sujet particulièrement délicat, et comment aussi rester en veille sur l'actualité diverses et variées du quotidien. Voilà. Et maintenant, il faut qu'on vous montre ce qu'on a mis derrière ces bulles de couleurs en termes de programmes que vous pouvez euh, trouver, évidemment, et sur lesquels vous pouvez vous inscrire. Exactement. Alors ça va aussi, en tout cas, répondre à un certain nombre d'attentes, très certainement, d'entre vous, ou faire écho à un certain nombre de problématiques que vous avez au quotidien en tant que représentant des salariés. Pour aller plus loin sur les situations de travail, on a proposé de développer des thématiques autour du harcèlement et des violences au travail, que ce soit sur la gestion des conflits, mais aussi sur la préservation en fait de la santé mentale. Alors, c'est important de le dire, hein, pas dans le cadre de la formation pour devenir secouriste et sauveteur secouriste en santé mentale, qui est une formation de fonction, mais bien en fait pour être sur une formation de méthodologie, d'approche du comité social et économique pour accompagner en fait la prise en charge de ces situations. Attends, c'est pas hyper clair, Nicolas. On va le dire très clairement. On travaille avec des formateurs de secourisme en santé mentale et on s'est dit que c'était pas complètement adapté aux situations des CSE. Exactement. Et donc, on a repris les méthodes secours en santé mentale qui sont définies par un cadre réglementaire par ailleurs. Et on a dit, on essaye de les appliquer à des situations d'élus de CSE. Et on a ce programme désormais qu'on appelle Préserver la santé mentale dans l'entreprise et qui insiste davantage sur les méthodes que sur la fonction de secouriste. Exactement. Mais je parle sous le contrôle d'un secouriste, évidemment. Tout à fait. Un deuxième élément qui est important, c'est les enquêtes accidents. On s'aperçoit par ailleurs qu'il n'y a pas ou peu dans les entreprises d'enquêtes accidents. Alors, ça peut diverger en fonction des cultures d'entreprise. Et donc, pour ce faire et pour accompagner au mieux le travail sur les enquêtes accidents, qui est un travail relativement complexe. Nous avons même développé un escape game sur 3 secteurs d'activité qui couvrent quand même une grosse partie de l'ensemble des situations de travail que vous pouvez rencontrer au quotidien et qui rencontrent en tout cas un vif succès à chaque fois qu'on le met en œuvre en fait dans les formations. Et puis, observer le travail qui est aussi qui fait écho au manque d'intervention sur le terrain qu'on évoquait en préambule, notamment les visites ou les inspections. Et donc là aussi, on a développé un programme spécifique pour vous aider à structurer et à accompagner cet exercice de visite qui peut-être, quand on l'a pas mis en œuvre, quand on l'a jamais mis en œuvre, qui peut devenir un exercice un peu complexe. Donc on vous aide, on vous met en fait le pied à l'étrier et on vous accompagne pour structurer ces visites. Alors ça, c'était sur le cycle aller plus loin en matière de proximité sur le terrain. On a un deuxième cycle d'approfondissement pour aller plus loin sur la vie de l'entreprise. Et ce qu'on appelle dans la vie d'entreprise, c'est tous les sujets pour lesquels vous pouvez être régulièrement sollicité pour donner des avis dans le cadre d'information et de consultation du CSE. Là aussi, on a imaginé 3 domaines dans lesquels il est possible d'aller plus loin. Il y a d'abord, et c'est fréquent, tous les projets importants et les restructurations. Donc, chaque fois qu'il y a une fusion, une cession, une scission, un article L1224-1 pour transférer les salariés d'une entreprise à une autre, tout ça implique des règles complexes de survie des accords, de statut individuel et collectif. Donc, il y a un programme sur une journée qui vous permet, si vous entendez que quelque chose est dans les tuyaux dans votre entreprise, de savoir à peu près à quelle sauce vous allez être mangé et comment se préparer. Situation un peu plus dramatique et qui demande également de se préparer, c'est sur toutes les formes de rupture du contrat de travail. Les entreprises en difficulté, il y en a. Les entreprises qui changent de stratégie, il y en a. Ça peut passer par des plans de licenciement. Alors, historiquement, c'était beaucoup avec des plans de sauvegarde de l'emploi. Maintenant, ça peut prendre beaucoup de formes, des ruptures conventionnelles collectives, des plans de départ volontaire autonomes et toutes sortes de choses. Ça vaut le coup lorsque un projet de cette nature commence à
à faire du bruit dans l'entreprise, de savoir de quoi il s'agit et comment on se prépare pour l'ensemble de ces sujets possibles pour pas se faire prendre de vitesse au moment de l'ouverture des procédures qui sont, comme toujours, dans des délais contraints. Il y a un deuxième sujet qui est dans la vie de l'entreprise, c'est le sujet de l'introduction de nouvelles technologies. Alors, il y a un arrêt de jurisprudence qui est arrivé il y a quelques semaines du côté de France Télévisions sur le fait que l'entreprise a le droit d'essayer de faire des pilotes et d'inventer des tas de choses autour de l'intelligence artificielle. C'est extrêmement à la mode et extrêmement perturbant et performant également sur bien des aspects. Mais c'est malgré tout une nouvelle technologie. La Cour de cassation l'a rappelé et du coup, ça suppose, c'est un cadre dans lequel le CSE a le droit de demander à être consulté sur les projets qui sont mis en œuvre en matière d'intelligence artificielle. Et donc, on a développé, avec le concours de l'équipe intelligence artificielle de CECAFI qui travaille sur le sujet depuis plusieurs mois, un programme sur une journée. C'est quoi l'intelligence artificielle et comment ça interagit dans le dialogue social, dans le fonctionnement même du dialogue social sur la production de procès-verbaux ou des choses comme ça, et puis dans la relation qu'on peut avoir avec les clients et dans les outils que l'entreprise pourrait mettre en œuvre. Il y a du bien et il y a du moins bien dans toutes ces choses-là. Et ça, c'est un programme qui vous permet, encore une fois, de ne pas être pris de vitesse ou perdu dans des projets qui pourraient se succéder. Et puis, le troisième thème sur lequel on a imaginé qu'il était pertinent d'aller un peu plus loin que la formation initiale, c'est sur la dimension de la stratégie et des compétences. C'est quelque chose qui revient chaque cycle de 3 ans ou de 4 ans, ça dépend des entreprises, dans un accord de gestion des emplois et des parcours professionnels. Et là, on s'est dit qu'il était intéressant de vous accompagner dans la préparation de ces cycles de négociation et de le faire un peu différemment parce qu'on pense que c'est un sujet sur lequel il faut s'accorder sur un vocabulaire avec l'entreprise. On ne veut plus que les accords de GEPP soient des accords de départ anticipés exclusivement. Il y a des tas d'enjeux de mobilité, de développement des compétences, de certification. Et donc, on a fait un partenariat avec l'Institut supérieur du travail, avec l'IST, et on vous propose de rentrer dans cette formation sur une journée avec les équipes RH et les équipes syndicales pour se dire de quoi on va parler dans la prochaine négociation. C'est un parti pris. On pense que c'est quelque chose qui devrait vous aider grandement. Et on espère que c'est quelque chose qui vous intéressera. Vas-y, Nicolas. Peut-être juste par rapport en fait le commentaire en direct de Caroline. Oui, l'accord GEPP en fait est un accord syndical, mais pour autant, dans le lien qu'il va y avoir entre un CSE et les organisations syndicales, il y a aussi un travail du CSE en amont pour préparer et aider aux négociations. Mais bien évidemment que le pouvoir de signature, quand il y a des organisations syndicales, est détenu par les organisations syndicales. Donc c'est, on va dire, des travaux préparatoires et une investigation et une préparation en lien avec tous les documents, d'ailleurs, en fait, d'Infoconsul qui sont fournis au CSE. Et en fait, d'ailleurs, il y a un cas particulier, c'est sur la négociation de l'accord égalité professionnelle, que le Code du travail donne au CSE la possibilité de faire une expertise sur le bilan de l'accord précédent et les évolutions de l'égalité professionnelle dans l'entreprise en amont de la négociation, qui reste le monopole des organisations syndicales, bien évidemment. Et pour répondre à une question aussi, je ne peux pas voir les noms, c'est écrit trop petit, mais oui, c'est bien une formation commune. On vous propose ici, c'est la seule dans ce dispositif, une formation où on met autour de la table représentants du CSE, organisations syndicales et représentants de l'employeur pour se dire, et si on devait faire de la GEPP un peu plus créative que ce qu'on a fait jusqu'à présent, qu'est-ce qu'on mettrait dans un accord ? Alors, le sujet de la relation entre élus, il touche à d'autres sujets. Il y a une première dimension sur laquelle on a beaucoup de demandes, qui est dans le domaine de la communication. Aussi bien la communication écrite que la communication orale. Et donc là,
on a un certain nombre de choses qu'on est capable de faire, mais on s'est dit quand même qu'il fallait aller chercher des pros. Donc, on a fait un partenariat avec Cali pour avoir une formation sur la prise de parole en réunion. C'est des gens qui savent arriver avec une caméra pour vous montrer comment vous vous exprimez en public, pour vous aider à anticiper les questions et la manière d'y répondre dans les relations de CS, dans les réunions de CSE. C'est quelque chose qui a toujours un grand succès Tout quand à fait. c'est développé des formations avec les CSE. Et puis, on a un autre partenariat pour la production écrite, que ce soit pour écrire un tract, pour écrire un compte-rendu, pour poser des questions, pour utiliser ou pas les outils d'IA générative pour gagner du temps sur la production écrite. Donc là, on a un partenariat avec un garçon qui s'appelle Guillaume et qui a monté son entreprise et qui fait ça très bien également. Le deuxième bloc, travailler ensemble, adresse d'autres problématiques. Nicolas m'a dit en préparant ce matin, il faut que tu emploies le mot, c'est des pratiques réflexives. On vous propose de réfléchir à la manière dont vous travaillez aujourd'hui et à l'organisation interne que vous adoptez pour être efficacement présent sur le terrain. Donc, il y a un programme qu'on appelle tout simplement Mieux travailler ensemble, où on vous aide à regarder comment vous êtes organisé et comment vous pourriez faire évoluer cette organisation pour être plus présent sur le terrain. Il y a un sous-programme qui marche bien aussi, qui s'appelle Booster sa réunion préparatoire pour faire des plénières efficaces, où là, on travaille à partir d'un ordre du jour à vous réel, hein, l'ordre du jour de la prochaine réunion de CSE, en disant si on essayait que ça se passe autrement et d'avoir plus efficacement des avis ou des résolutions du CSE, travaillons cet ordre du jour ensemble et vous aurez derrière la possibilité de l'expérimenter en direct dans la réunion plénière qui suivra. Le dernier, pour l'instant, démarre parce que le cycle électoral s'étale sur des périodes un peu longues, mais avec nos amis et partenaires d'Atlante, on a tout un sujet autour du bilan de fin de mandat et de la préparation des élections qui permet de se dire si on doit changer des choses pour l'année prochaine et avant d'entrer dans une discussion d'un protocole d'accord préélectoral, voire d'un nouvel accord de dialogue social, qu'est-ce qui a bien fonctionné et qu'est-ce qui a moins bien fonctionné et qu'est-ce que le Code du travail nous permet de faire ou de ne pas faire. C'est quelque chose qui se met en place assez bien. Le dernier sujet pour aller plus loin, parce que Nicolas, pendant ce temps-là, répond à toutes les questions qui sont posées, c'est les sujets d'actualité. Donc, il y en a trois là aussi. Il y a un sujet d'environnement. Mais vous êtes amené à rendre un avis sur l'impact environnemental de tous les projets portés par l'entreprise dans le cadre de vos informations consultations. C'est pas évident. L'impact environnemental, comment on le mesure, comment on l'apprécie, comment on le compare par rapport à d'autres entreprises, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est pas bien. Donc ça, c'est un programme. Et puis, dans les entreprises qui sont pas toujours moteurs dans la transition écologique, on peut se dire que le CSE, il propose y compris commercialement, un certain nombre d'activités à l'ensemble des salariés. Il a le droit de s'interroger aussi sur la performance environnementale de son offre. Et donc, on a un programme qui est fait avec nos amis de Secafi Expertise qui sont capables de mesurer les émissions de carbone liées aux activités du CSE en disant, et si vous proposiez une offre verte, donc c'est un programme qui s'appelle Verdir les ASC, sans caractère obligatoire, bien entendu. Mais en termes d'exemplarité, il y a une demande croissante de la part des représentants, des salariés que vous représentez. Le suivant est une illustration sur la dimension sociale. Les DP, les représentants de proximité connaissent des situations collectives, mais aussi des situations individuelles. Et donc, nos partenaires d'Atlante ont proposé un programme qui s'appelle Bien défendre les salariés et qui permet d'entendre les besoins des salariés et de les orienter correctement vers les bons relais, les bonnes instances. Est-ce que c'est l'inspection du travail? Est-ce que c'est le conseil des prud'hommes? Est-ce que c'est une démarche de médiation à l'intérieur de l'entreprise? Tout ça s'évalue, s'apprécie en fonction des situations. Je ne résiste pas quand même à la promotion d'un document qui s'appelle, d'un programme qui s'appelle Lire une fiche de paye. C'est pas quelque chose dont on avait l'intuition, et vous êtes nombreux à avoir réclamé ça en disant c'est l'écriture des fiches de paye est devenue quelque chose de très complexe et très difficile à vérifier.
on a fait un partenaire avec une femme qui s'appelle Marie-Clémence, qui est spécialiste du sujet et qui vous fait sur une journée un décryptage de vos fiches de paye pour savoir quoi regarder et comment, et qui marche très bien. Je vous encourage à le suivre. Nicolas, je te laisse continuer. Oui, alors c'est dans la continuité d'ailleurs d'une question que posait Amandine dans le chat. La question d'après, la question que tout le monde se pose, c'est mais est-ce qu'on a vraiment le droit de faire ces formations? Donc là, la réponse est oui, mais qui va payer? Alors, bon, d'abord, quand on aborde les moyens du CSE dans le cadre de nos formations, on évoque comme un des moyens importants chez vous, en tout cas dans les CSE, c'est le budget de fonctionnement. Donc, c'est de l'usage ordinaire du budget de fonctionnement à partir du moment où vous le validez en CSE, que d'utiliser une partie de son budget pour réaliser des formations pour aller plus loin. Certains CSE, d'ailleurs, réalisent tous les ans et considèrent qu'ils ont besoin, tous les ans, d'une espèce de formation de maintien des acquis ou de piqûre de rappel sur certaines thématiques ou d'éléments pour aller plus loin. Et donc, ils budgètent même dans leur comptabilité de CSE, ils budgètent 1 à 2 journées de financement de formation par an. C'est un mécanisme pour nous important puisqu'il entretient les compétences, il nous permet de venir aborder aussi vos sujets d'actualité et c'est des temps d'échange qui sont toujours appréciables dans parfois des situations où vous avez du mal à vous retrouver. Et enfin, sur le temps de formation, donc c'est du temps qui, s'il n'est pas anticipé dans un accord plus favorable par l'employeur, avec l'employeur en tout cas, n'est pas pris en charge sur du temps de travail. Donc là, il faudra s'organiser, on va dire, et vous avez quand même un mécanisme important qui est la transférabilité des heures de délégation entre membres. Donc, c'est important de le savoir et de le faire. Et puis, la Mais prise en Nicolas, compte. c'est la raison pour laquelle on a choisi exclusivement des modèles sur un jour ou sur deux C'est jours. ça. C'est parce que tout le monde n'ayant pas des heures de délégation, il faut les mutualiser. Mutualiser 5 jours, c'est compliqué. Trouver une journée avec l'ensemble des membres du CSE, ça demande un peu de logistique, mais normalement, c'est pas inaccessible. Oui. Et donc, pour répondre à Fabrice, sur le congé de formation syndicale, sociale, économique et environnementale, ce budget-là, il est alloué, il est spécifiquement dédié à des organismes de formation logés par les organisations syndicales, en tout cas qui sont intégrés aux organisations syndicales ou à des instituts spécialisés. Donc nous, on ne peut pas en fait travailler avec vous sur ces temps-là, en tout cas directement. Donc il faut passer par la voie soit de l'accord plus favorable avec l'employeur, soit par une organisation interne avec des heures de délégation. Force est de constater que toutes les heures de délégation de tous les élus ne sont pas forcément prises mensuellement et que en anticipant un peu et en budgétant, vous pouvez en fait arriver à vous organiser pour suivre des formations de format court. Ok. Bon, bah, les premiers sont en train de se dépêcher de partir. Alors, j'espère qu'on vous a fait envie. Le sujet, c'est, vous avez on a nettoyé pas mal notre base. Donc, sur le catalogue en ligne, sur le site internet, vous avez l'ensemble des formations qui sont présentées avec des programmes. Vous pouvez télécharger en un clic le PDF du programme avec toutes les informations pratiques. Et puis, petit bonus qui est un peu amusant, si vous avez suivi une formation, vous recevez systématiquement les attestations de présence, etc. Et un petit certificat de réalisation que vous pouvez publier sur vos comptes LinkedIn et autres. Et ça fait un petit feu d'artifice en disant bravo, vous avez réussi une formation. C'est assez plaisant comme exercice. Donc, je vous encourage à le faire et on espère que vous aurez le loisir de passer ces moments avec nous. Exactement. Avec grand plaisir. Des bons moments, des moments d'échange et en tout cas avec des retours d'expérience suite à ces formations qui sont toujours très positifs. Merci donc d'avoir suivi ce webinaire. Nous sommes
encore quelques minutes avec vous pour répondre à un certain nombre de questions, si vous en avez, puisque c'est toujours compliqué de présenter une offre de catalogue assez complète en 35 minutes ou 30 minutes. Mais c'est déjà en fait une première approche pour vous, et n'hésitez pas, bien évidemment, à aller voir sur le site et à nous recontacter directement, même si je crois qu'il y a un petit sondage qui vous permet de dire, y compris, si vous avez besoin d'être recontacté. Merci et bonne journée. À quel numéro peut-on vous contacter? Attends, je crois qu'il est... Ah non, il n'est pas là. C'est 0150, que je dise pas de bêtises. Non, mais on va vous le donner de suite. Donc, ça sera en fait 01 56 53 65 08. Je vais le mettre dans le chat, du coup. Ouais. C'est vrai que généralement, le contact direct par téléphone est toujours. Bah, écoutez, il nous reste à vous souhaiter une bonne journée. Merci à tous d'avoir suivi. Voilà. Et n'hésitez pas, je vois Isabelle qui dit qu'elle va transférer à tous les membres du CSE. Si vous avez besoin derrière, y compris qu'on évoque avec vous des sujets avec vos collègues, on se met bien évidemment à votre disposition pour venir aussi en parler avec vous et répondre à vos besoins spécifiques.